Le jour où j'ai mis ma fille en terre, je l'ai fait seule. Sans mes parents, sans ma sœur, juste moi, mon mari et un cercueil si petit qu'il tenait dans mes bras. Les mots de ma belle-mère, prononcés 13 jours plus tôt, résonnaient encore dans mon crâne comme une malédiction. « C'est peut-être un signe que tu ne devrais pas être mère. » Ma demi-sœur avait ri. Elle avait vraiment ri à travers le haut-parleur du téléphone. Mon père n'avait rien dit. 8 secondes de silence. Puis il avait raccroché et n'avait jamais rappelé. Exactement 730 jours plus tard, ma belle-mère m'a appelé à 2 heures du matin, sanglotant à cause de sa propre fausse couche, suppliant l'aide de la conseillère en deuil qu'elle avait autrefois moquée. Je l'ai laissée pleurer. Puis je lui ai répété ses propres mots, lentement, délibérément, avant de raccrocher. Je m'appelle Élodie Martin, j'ai 32 ans, et voici l'histoire de comment j'ai appris que parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour soi-même est d'arrêter d'être gentille avec des gens qui ne l'ont jamais mérité. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir de novembre, vous devez connaître ma famille, ou plutôt la famille dont on a essayé de m'effacer. Ma mère est morte d'un cancer des ovaires quand j'avais 14 ans. Elle s'est battue pendant 3 ans. Je lui ai tenu la main à chaque séance de chimiothérapie, à chaque visite à l'hôpital, chaque nuit. Elle ne pouvait pas dormir à cause de la douleur. Quand elle est finalement partie, je pensais que mon père et moi ferions notre deuil ensemble. Je pensais que nous serions plus proches. J'avais tort. 14 mois après les funérailles de ma mère, 14 mois que j'ai compté un par un, mon père a épousé Valérie Dumont. C'était une ancienne organisatrice d'événements qu'il avait rencontrée lors d'une conférence. Des sourires carnassiers et des sacs à main de créateurs. Elle a amené sa fille de 10 ans, Chloé, issue de son précédent mariage, et en 6 mois, elles ont emménagé dans notre maison à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, une villa de 400 mètres carrés que ma mère avait mis des années à décorer. La première chose que Valérie a faite a été de repeindre la cuisine vert sauge de ma mère en blanc immaculé. Ça fait plus frais, a-t-elle dit. La seconde chose qu'elle a faite a été de réécrire la carte de vœux familiale. Philippe, Valérie et Chloé Martin. Mon nom apparaissait en plus petit, sous le pli, comme une pensée après coup. Quand je suis partie pour l'université à 18 ans, Valérie a transformé ma chambre en chambre d'amis en 1 mois. Elle n'a pas demandé, elle ne m'a pas prévenue. Je suis rentrée pour les vacances de la Toussaint, lors de ma première année, et j'ai trouvé la courte pointe de ma mère, celle qu'elle avait faite à la main, pliée dans un carton au fond du garage. La chambre de Chloé, elle, est restée intacte pendant 10 ans. Un sanctuaire dédié à l'enfant roi. Mon père n'a jamais dit un mot, ni pour la cuisine, ni pour la carte de vœux, ni pour ma chambre. Il avait appris que le silence était plus facile que le conflit. Ce qu'il n'a jamais appris, c'est que son silence avait un prix et que c'était moi qui le payais. Le truc quand on est invisible, c'est qu'on apprend à construire sa valeur là où les gens vous voient vraiment. Je suis devenue psychologue spécialisée dans le deuil. Non pas malgré la mort de ma mère, mais à cause d'elle. J'ai passé 5 ans à l'université, plus les spécialisations. En 2018, j'ai rejoint l'hôpital Saint-Louis à Paris, travaillant avec des familles qui avaient perdu des enfants, des conjoints, des parents, des gens qui se noyaient dans le même océan où j'avais failli me noyer. En 2022, j'ai été nommée employée de l'année. La directrice du service, le docteur Fabienne Richard, m'appelait le cœur de notre unité de soins palliatifs. J'avais une plaque. J'avais des lettres de patients dont j'avais aidé à reconstruire la vie. J'avais 7 ans de preuves que je comptais. Mais lors des dîners de famille à Saint-Cloud, rien de tout cela n'existait. Élodie travaille à l'hôpital, disait Valérie en me présentant à ses amis du club de tennis, agitant la main comme si elle chassait une mouche. Un truc émotionnel. J'aide les mères qui ont perdu des enfants à réapprendre à respirer, pensais-je. Mais je ne la corrigeais pas. Je ne la corrigeais jamais. Pendant ce temps, Chloé, qui avait abandonné la fac pour devenir influenceuse lifestyle, était traitée comme une princesse. Quand elle a atteint 45 000 abonnés en vendant des kits de blanchiment dentaire sur Instagram, Valérie lui a organisé une fête. Traiteur pour 70 personnes, un gâteau en forme de logo Instagram. Quand j'ai reçu ma certification en accompagnement du deuil périnatal, un programme de 6 mois avec 92 heures de stage et un examen national, personne n'a demandé ce que cela signifiait. « C'est bien, Élodie », a dit mon père quand je l'ai mentionné au dîner. «
Puis il s'est tourné vers Chloé. « Comment vont tes partenariats avec les marques, ma chérie? » J'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai avalé ce goût familier de pas assez. Je ne savais pas encore que mon silence les entraînait à en attendre davantage. Thomas a été la première personne à me poser des questions sur mon travail et à écouter vraiment la réponse. Nous nous sommes rencontrés en 2019 dans un groupe de soutien pour adultes ayant perdu leurs parents. Il avait perdu sa mère à cause de complications du COVID l'année précédente. Il avait 31 ans, ingénieur en cybersécurité à la Défense. Et il avait ce genre de calme inébranlable qui vous faisait vous sentir en sécurité rien qu'en s'asseyant à côté de lui. « Tu aides les gens en deuil ?» a-t-il demandé après notre 3e rencontre autour d'un café près de l'hôpital. Genre, professionnellement? Oui, ai-je dit, me préparant au dédain habituel. Ça doit être incroyablement dur, a-t-il dit. Porter la douleur des autres tout en portant la tienne. Il a fait une pause. Je pense que c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue. Personne n'avait jamais qualifié mon travail de courageux auparavant. Valérie l'appelait émotionnel. Mon père l'appelait gentil. Thomas l'a appelé courageux. Nous nous sommes mariés en 2021 après 2 ans de relation. Petite cérémonie, 30 invités. Mon père est venu. Valérie s'est plainte du lieu. Chloé a posté une story Instagram qui ne mentionnait pas mon nom, juste une photo de sa robe avec la légende « Wedding Vibes ». Après la 3e fois où Valérie a nié quelque chose de cruel qu'elle m'avait dit, « Je n'ai jamais dit que les meubles de ta mère étaient ringards, Élodie. Tu es dramatique. » Thomas a installé une application d'enregistrement d'appels sur mon téléphone. « Pour ta santé mentale, a-t-il dit, pour que tu aies une preuve quand elle te manipule. » Je pensais qu'il était paranoïaque. Je pensais que je n'en aurais jamais besoin. Je pensais que le pire était derrière moi. J'avais tellement tort. Parce que 6 mois après notre mariage, j'ai vu 2 lignes roses sur un test de grossesse. Et tout ce que je croyais savoir sur ma famille allait être détruit. Octobre 2022. J'avais 30 ans et j'essayais de tomber enceinte depuis 18 mois. La première fois, début 2022, j'avais fait une fausse couche à 6 semaines. Sitôt que certains médecins appellent ça une grossesse biochimique. Comme si lui donner un nom clinique rendait la chose moins douloureuse. Ça ne l'était pas. J'ai saigné pendant 5 jours et pleuré pendant 5 semaines. Et je ne l'ai dit à personne sauf à Thomas. Alors, quand j'ai vu ces 2 lignes roses en octobre, je n'ai pas fait la fête. J'ai retenu mon souffle. J'ai compté les jours comme un prisonnier comptant sa peine. Chaque crampe arrêtait mon cœur. Chaque passage aux toilettes était une prière. À 8 semaines, nous avons entendu le cœur. À 12 semaines, le dépistage génétique est revenu clair. À 14 semaines, la zone de sécurité, comme l'appelait mon gynécologue, j'ai enfin expiré. J'ai appelé mon père pour partager la nouvelle. Valérie a répondu. « Nous attendons un bébé », ai-je dit, la voix tremblante d'une joie que je ne pouvais contenir. 14 semaines, c'est une fille. Il y a eu une pause. Puis la voix de Valérie, plate comme une table de conférence. « Enfin, je commençais à penser qu'il y avait un problème chez toi. Pas de félicitations. Pas de « je suis si heureuse pour toi ». Enfin! J'aurais dû raccrocher, j'aurais dû reconnaître ce mot pour ce qu'il était, un tir de sommation. Au lieu de ça, j'ai ri nerveusement et j'ai dit « Eh bien, on est très excités. » Valérie a dit « Nausée matinale? » Un peu. Chloé n'a jamais eu de nausée. Je suppose que certaines femmes sont simplement faites pour la grossesse. J'ai raccroché, me sentant plus petite qu'avant d'appeler. Mais j'avais Thomas, j'avais le battement de cœur enregistré sur mon téléphone. J'avais une fille qui grandissait en moi. Une fille que j'avais déjà prénommée Louise. Et pendant 16 jours de plus, j'ai eu de l'espoir. 15 mars 2023. Le jour où le monde s'est arrêté. J'étais enceinte de 20 semaines, à mi-chemin. Thomas et moi venions de finir de peindre la chambre d'un lavande doux. Nous avions monté le berceau, accroché le mobile, plié de minuscules grenouillères dans de minuscules tiroirs. Ce matin-là, j'avais l'échographie morphologique de routine, celle où l'on vérifie les organes, la colonne vertébrale, les chambres du cœur, celle où l'on voit habituellement son bébé faire coucou à l'écran. L'échographiste est restée silencieuse trop longtemps. « Je dois aller chercher le médecin », a-t-elle dit, sans croiser mon regard. « Attendez ici. »
23 minutes. C'est le temps que j'ai attendu. Seule sur cette table, le gel séchant sur mon ventre, fixant une image figée de ma fille sur l'écran. J'ai compté chaque seconde. Le médecin est entré avec un visage que je reconnaissais. Je l'avais vu sur les familles que je conseillais. Le visage qui dit « Je suis sur le point de vous briser. Je suis tellement désolée, Madame Mercier. Il n'y a plus de battement de cœur. » Les mots n'avaient aucun sens. Je l'avais senti bouger ce matin-là. Je lui avais parlé dans la voiture, je lui avais raconté la chambre, les murs lavande. Comment son papa était resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour monter son berceau. Parfois, ça arrive juste, a dit le médecin. Il n'y a pas d'explication, pas de signe avant-coureur. Son cœur s'est juste arrêté. Ils m'ont donné 2 options, l'opération ou l'accouchement provoqué. J'ai choisi l'accouchement. J'avais besoin de la tenir. J'avais besoin de voir son visage, de compter ses doigts, de savoir qu'elle était réelle. 14 heures plus tard, le 16 mars à 6h42 du matin, Louise-Élise Mercier est née, silencieuse, parfaite, 412 grammes. L'hôpital m'a donné une boîte à souvenirs. À l'intérieur, ses empreintes de pieds, pas plus grandes que mon pouce, un bonnet tricoté rose qu'elle ne porterait jamais, une mèche de cheveux si fine qu'elle ressemblait à de la soie d'araignée et un certificat indiquant « Enfant sans vie, Louise Mercier, 15 mars 2023 ». Je l'ai tenue. J'ai compté ses doigts. 10. Elle avait 10 doigts parfaits. L'hôpital m'a laissé sortir cet après-midi-là. Je suis rentrée dans une maison avec une chambre de bébé dans laquelle je ne pouvais pas entrer et un silence qui donnait l'impression de se noyer. À 15h47, j'ai appelé mon père. J'avais besoin d'entendre une voix familière. J'avais besoin que quelqu'un me dise que ça irait, même si c'était un mensonge. J'avais besoin, pour une fois, que ma famille soit là. Mon père n'a pas répondu. Valérie l'a fait. « Élodie ?» Sa voix était distraite, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. « Philippe est dans l'autre pièce. Qu'est-ce qu'il y a? » Ma voix s'est brisée. « J'ai perdu le bébé, Valérie. Louise. Elle est partie. » Une pause. J'ai entendu qu'elle mettait le téléphone sur haut-parleur. J'ai entendu la voix de Chloé en arrière-plan demander qui appelait. « Oh !» a finalement dit Valérie. « Eh bien ?» Une autre pause. J'ai attendu la sympathie, le « je suis tellement désolée », le « de quoi as-tu besoin ?» que j'avais offert à des centaines de familles en deuil. C'est peut-être un signe que tu ne devrais pas être mère. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai littéralement coupé ma respiration. Puis je l'ai entendu, le rire de Chloé. Pas un rire nerveux, pas un gloussement gêné, un vrai rire aigu et cruel, suivi de « au moins, tu n'auras pas à te taper les couches ». Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. J'ai attendu la voix de mon père. Qu'il me défende, qu'il dise à Valérie que c'était inacceptable, qu'il dise n'importe quoi. 1 seconde, 2 secondes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis sa voix, calme et distante. « Je te rappellerai, Élodie. » Clic. Il n'a jamais rappelé. Je ne le savais pas alors, mais mon téléphone avait tout enregistré. Thomas avait installé cette application des mois auparavant et elle s'activait automatiquement à chaque appel. Ce soir-là, il m'a trouvé sur le sol de la salle de bain en train de repasser l'enregistrement, en boucle, mon corps tremblant d'un chagrin sans fond. « Je l'ai », a-t-il dit en me serrant contre lui. « J'ai la preuve, elle ne pourra jamais nier. » Je me fichais de la preuve à ce moment-là. Je voulais juste ma fille. Mais 730 jours plus tard, cet enregistrement allait tout changer. Nous avons enterré Louise le 20 mars 2023 au cimetière communal de Saint-Cloud. Carré 7, rangée 14. Une concession sous un jeune érable qui fleurirait rose chaque printemps. 4 personnes étaient présentes. Moi, Thomas, le directeur des pompes funèbres, et tante Hélène, la jeune sœur de ma mère. Le seul lien qu'il me restait avec la femme qui m'aurait tenue dans ses bras à travers tout ça. Personne du côté de mon père n'est venu. Pas mon père, pas Valérie, pas Chloé, pas mes grands-parents, qui n'avaient même pas été prévenus. J'ai appris plus tard que Valérie avait convaincu mon père que c'était trop triste pour être partagé avec la famille élargie. « Pourquoi bouleverser tout le monde avec de mauvaises nouvelles ?» avait-elle dit. Ainsi, Louise est devenue un secret, un désagrément, une note de bas de page. J'ai commandé une petite pierre tombale en granit avec des mots simples. « À jamais aimé. Bébé Louise Mercier, 15 mars 2023.
Avant de quitter le cimetière, je l'ai prise en photo. La pierre grise contre l'herbe verte, la terre fraîchement retournée, la rose blanche unique que Thomas avait placée à la base. Je l'ai enregistrée dans un album sur mon téléphone intitulé « Chose que je n'oublierai jamais ». Tante Hélène m'a serrée dans ses bras avant de partir. « Un jour, a-t-elle chuchoté, ils auront besoin de toi et tu devras décider quel genre de personne tu veux être. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas à ce moment-là. Le deuil, j'ai appris, ne bouge pas par étapes. Il bouge par vagues, parfois douces, parfois violentes, toujours imprévisibles. Pendant les 6 premiers mois, je pouvais à peine fonctionner. J'ai pris un congé maladie de l'hôpital. Je ne pouvais pas conseiller des familles en deuil alors que je me noyais dans ma propre perte. Thomas m'a maintenue en un seul morceau, s'assurant que je mangeais, dormais, respirais. J'ai commencé une thérapie en juin 2023, 2 fois par semaine au début, puis chaque semaine, 18 mois à apprendre à nommer ce qui m'était arrivé. Pas seulement la perte de Louise, mais la perte de la famille que je pensais avoir. Les limites ne sont pas des murs, m'a dit ma thérapeute, le Dr Claire Moreau. Ce sont des portes avec des serrures. C'est vous qui choisissez qui a la clé. J'ai commencé à choisir. Novembre 2023. J'ai envoyé un panier cadeau au lieu d'assister au repas de famille. Valérie a envoyé un SMS à mon père. Élodie fait encore sa dramatique. J'ai vu le message quand il me l'a transféré par accident. Noël 2023. Thomas et moi nous sommes envolés pour Londres pour passer les fêtes avec la famille de son frère. Je ne l'ai dit à mon père que la veille. Il a dit qu'il comprenait. Valérie a posté une photo sur Facebook avec la légende. Si reconnaissante pour ma petite famille parfaite en cette saison des fêtes. L'image la montrait elle, mon père, Chloé et le nouveau petit ami de Chloé. Aucune mention de moi, aucune mention de Louise. Je suis retournée au travail en septembre 2023 et l'hôpital est devenu mon sanctuaire. Chaque mère que j'ai aidée, chaque famille que j'ai guidée à travers leurs heures les plus sombres, c'était pour Louise. Elle ne pouvait pas vivre, mais sa perte pouvait signifier quelque chose. Le reste de ma famille n'a jamais demandé de ses nouvelles. Pas une seule fois. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Pendant 730 jours, j'ai gardé le silence. J'ai ravalé ma rage. Je me suis dit que la paix valait ce prix. Puis Valérie a appelé avec une nouvelle qui allait tout faire voler en éclats. Juin 2025, 2 ans et 3 mois après avoir enterré ma fille. J'étais au travail quand Chloé a appelé. Une occurrence rare. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis des mois, échangeant seulement des SMS occasionnels pour la logistique des événements familiaux que j'évitais la plupart du temps. « Salut », a-t-elle dit, sa voix portant cette excitation essoufflée que je reconnaissais de ses stories Instagram. « J'ai des nouvelles. De grandes nouvelles. Maman est enceinte. » Je me suis arrêtée de marcher au milieu du couloir de l'hôpital. Je me suis figée. « Elle est quoi? Elle est quoi? Enceinte? » « Tu y crois? Elle a 52 ans, donc ils ont dû faire une FIV, 3 cycles, mais ça a finalement marché. » La voix de Chloé est tombée dans un murmure de conspirateurs. Elle dit qu'elle voulait une autre chance d'être mère. Elle dit que tu comprendras puisque tu es conseillère en deuil, ou je ne sais quoi, genre l'importance des nouveaux départs. Je me suis appuyée contre le mur, mon pouls battant dans mes oreilles. 52 ans, FIV, 3 cycles à environ 15 000 € chacun, non remboursés à cet âge. Une autre chance d'être mère. Comme si Chloé et moi n'étions pas déjà ces preuves de maternité. Comme si un bébé pouvait être un recommencement. J'ai pensé à Louise. J'ai pensé à la chambre dans laquelle je ne pouvais toujours pas entrer. La porte que je gardais fermée parce que voir ces murs lavande me briserait à nouveau. J'ai pensé à la voix de Valérie sur cet enregistrement. C'est peut-être un signe que tu ne devrais pas être mère. Et maintenant, elle allait être mère à nouveau. « Élodie, t'es là? »« Je suis là. » ai-je dit, la voix stable malgré le tremblement de terre en moi. J'espère que ça se passera bien pour elle. Je n'ai pas dit « j'espère qu'elle aura ce qu'elle mérite », mais je l'ai pensé. Et une petite partie sombre de moi, une partie dont je ne suis pas fière, s'est demandé si l'univers écoutait. 3 novembre 2025, 2h17 du matin. Mon téléphone a sonné dans l'obscurité. Thomas a remué à côté de moi alors que je cherchais l'appareil à tâtons, clignant des yeux devant l'écran. Valérie. En 7 ans,
Valérie ne m'avait jamais appelé après 21 heures. Elle estimait que les appels tardifs étaient un manque de savoir-vivre. Mon estomac s'est noué quand j'ai répondu. « Élodie ». Sa voix était à vif, brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Valérie, qu'est-ce qui ne va pas? » Un sanglot. J'ai perdu le bébé. J'étais à 22 semaines et il y a eu des saignements et... Notre sanglot. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne. Philippe est à une conférence à Lyon. Je suis seule. Je ne peux pas. Je ne peux pas respirer. Les mots m'ont frappé comme un déjà-vu venu de l'enfer. 22 semaines. Saignement. Seule. Ne pas pouvoir respirer. Je me suis assise lentement, mon cœur comme une pierre froide dans ma poitrine. « S'il te plaît, » a continué Valérie, la voix se brisant. « Tu travailles avec des mères en deuil. Tu sais ce que c'est. J'ai besoin de toi pour. J'ai besoin de quelqu'un pour. » Je comprends, Valérie. Vraiment, un espoir désespéré dans sa voix. Je comprends parfaitement. J'ai laissé le silence s'étirer. 1 seconde, 2 secondes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les mêmes 8 secondes que mon père m'avait données. « Tu peux venir ?» a chuchoté Valérie. « S'il te plaît, je suis toute seule. » Laisse-moi te dire quelque chose, Valérie. Quelque chose que j'ai appris de toi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tu as appris? C'est peut-être un signe que tu ne devrais pas être mère. Silence. Silence complet et absolu. Jamais. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Tu l'as fait. 15 mars 2023. 15h47. J'ai l'enregistrement. Tu es cruel. J'ai appris de la meilleure. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. Thomas était réveillé maintenant, assis, sa main sur mon dos. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Valérie a fait une fausse couche, ai-je dit, la voix creuse. Elle m'a appelé pour du soutien, et je lui ai donné exactement ce qu'elle m'avait donné. Thomas n'a rien dit. Il m'a juste attiré contre lui et m'a tenu pendant que je fixais le plafond, attendant une culpabilité qui n'est jamais venue. 7 heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père. « Comment as-tu pu? » Sa voix était un rugissement que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas quand ma mère est morte. Pas quand je lui ai dit que je déménageais. Jamais. Comment as-tu pu lui dire ça? Elle vient de perdre un bébé, Élodie. Elle est dévastée. J'étais debout dans ma cuisine, le café refroidissant dans mes mains. Moi aussi, papa, ai-je dit. Il y a 2 ans. Où étais-tu? C'était différent. Comment? Ai-je demandé calmement. En quoi c'était différent? Silence. Valérie est dans la chambre en train de pleurer, a-t-il continué, mais sa voix avait perdu un peu de son feu. Elle ne mange pas. Elle ne peut pas s'arrêter de trembler. Tu l'as brisée? Elle m'a brisé la première. Tu as regardé. Tu n'as rien dit. J'essayais de maintenir la paix. Tu as maintenu la paix, papa. Tu as juste choisi quelle paix maintenir. Ce n'était pas la mienne. Un autre silence. Je pouvais l'entendre respirer, entendre les fissures se former dans ses défenses. « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, » a-t-il finalement réussi à dire. « Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu te souviennes. » J'ai mis fin à l'appel et ouvert mes photos. J'ai trouvé l'image de la pierre tombale de Louise, le granit gris, la rose blanche, les mots gravés pour toujours dans la pierre. Je la lui ai envoyée avec 5 mots. « C'est vous qui m'avez appris ça. » Pendant 48 heures, mon téléphone est resté silencieux, mais je savais que la tempête ne faisait que commencer. Le grand repas de famille était dans 3 semaines, fin novembre, et Valérie avait déjà envoyé les invitations. Je sais que certains d'entre vous pensent c'était froid. Peut-être que ça l'était, mais j'ai passé 2 ans à être chaleureuse. Chaleureuse et ignorée, chaleureuse et oubliée, chaleureuse et seule sur la tombe de ma fille. Si on vous a déjà dit de maintenir la paix, avec des gens qui ne vous ont jamais donné la paix, vous comprendrez. 2 semaines avant le repas, j'ai rencontré tante Hélène dans un café près du Trocadéro. Elle avait 63 ans maintenant, retraitée de 30 ans d'enseignement de la littérature au lycée, et elle était la chose la plus proche de ma mère qu'il me restait. « Raconte-moi tout », a-t-elle dit en faisant glisser un café crème sur la table. Alors je l'ai faite. L'appel de 2 heures du matin, les sanglots de Valérie, mes mots,
la rage de mon père, la photo que j'avais envoyée, Hélène a écouté sans interrompre, son expression passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « Tu as l'enregistrement » a-t-elle demandé quand j'ai fini. « Celui d'il y a 2 ans. » J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application et appuyé sur lecture. La voix de Valérie a rempli l'espace entre nous. Métallique, mais indubitable. C'est peut-être un signe que tu ne devrais pas être mère. Puis le rire de Chloé, puis 8 secondes de la lâcheté de mon père. Hélène l'a écouté 2 fois. La 2e fois, des larmes coulaient sur son visage. « Je ne pleure pas à cause de ce que Valérie a dit, » m'a-t-elle dit en s'essuyant les yeux. « Je pleure, parce que je sais que ta mère t'aurait tenue dans ses bras à chaque seconde de cette journée, et ces gens t'ont volé ça. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Le repas est dans 3 semaines. Valérie a déjà envoyé les invitations. Tu y vas? Je ne sais pas. Hélène a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Si tu y vas, je viendrai avec toi comme témoin. Quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seule. J'ai serré sa main, pensant aux 14 personnes que Valérie avait invitées, ses amis du club, mes grands-parents qui ne savaient pas que Louise avait existé, le public qu'elle avait assemblé pour la regarder jouer le rôle de l'hôtesse gracieuse. Si j'y vais, ai-je dit lentement, je ne jouerai pas à son jeu. Hélène a souri. Bien, il est temps qu'il joue au tien. L'invitation est arrivée par email 3 jours plus tard. Elle venait de l'adresse de mon père, mais le langage était du pur Valérie. « Chère famille », commençait-il. Ce dimanche de novembre, nous voulons réunir tout le monde pour une célébration de gratitude et de guérison. Après une année difficile, il est temps de se réunir en famille et d'avancer avec amour. Avancer. Guérison. Le vocabulaire de la réconciliation transformé en arme. La liste des invités était jointe. Mes grands-parents Henri et Patricia, mon oncle David et ma tante Suzanne, mes cousins Théo, Emma et Jules. 2 des amis les plus proches de Valérie du club, Barbara Michel et un homme nommé Richard Lenoir, dont le nom embrouillait toujours tout le monde aux événements familiaux. Chloé et son petit ami du mois, mon père, Valérie. 14 personnes au total, et maintenant moi. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Valérie avait passé 2 semaines au lit, dévastée à la fois par sa fausse couche et par mes mots. Maintenant, elle mettait en scène un retour. Une performance publique de pardon, où elle jouerait la victime magnanime, accueillant gracieusement la belle-fille ingrate. Elle aurait des témoins. Elle aurait de la sympathie. Elle aurait le contrôle. « L'heure de guérir », a lu Thomas par-dessus mon épaule, la voix sèche. Elle utilise ton vocabulaire professionnel contre toi. Elle sait que je ne peux pas refuser un appel à la réconciliation. Pas avec 14 personnes qui regardent. Tu n'es pas obligé d'y aller. On pourrait passer le dimanche avec Hélène ou partir quelque part, n'importe où. J'ai fixé l'email, pensant à mes grands-parents à qui on n'avait jamais parlé de Louise, pensant à l'enregistrement sur mon téléphone, pensant à la photo dans mon album. Si je n'y vais pas, ai-je dit, ils réécriront l'histoire à nouveau. Ils feront de moi la méchante qui a abandonné sa famille. Louise mérite mieux que ça. Thomas est resté silencieux un moment. Alors de quoi as-tu besoin? Mon téléphone, la photo et quelque chose à mettre. La veille du repas, je suis restée devant mon placard pendant 20 minutes. Thomas regardait depuis le lit alors que je passais les cintres, au-delà des noircures et des gris neutres, au-delà des blazers professionnels. Ma main s'est arrêtée sur une robe que je n'avais pas portée depuis des années. Bleu marine, coupe simple. La couleur préférée de ma mère. Elle avait porté cette nuance à chaque événement important. Mes remises de diplôme, mon récital, ses dîners d'anniversaire avec mon père. Quand j'avais 10 ans, je lui avais demandé pourquoi elle choisissait toujours le bleu. « C'est la couleur du ciel avant l'orage », avait-elle dit. Fort, calme, inébranlable. J'ai sorti la robe du cintre. « Tu es sûr de toi ?» a demandé Thomas. Il n'essayait pas de m'arrêter. Il n'essayait jamais de m'arrêter. Il voulait juste s'assurer que j'y avais bien réfléchi. « J'en suis sûre depuis 913 jours, ai-je dit. Je n'étais juste pas prête jusqu'à maintenant. » Cette nuit-là, je me suis préparée. J'ai chargé mon téléphone, vérifié que l'application d'enregistrement fonctionnait, assuré que le fichier audio du 15 mars 2023 était facilement accessible. J'ai imprimé une copie de la photo de la pierre tombale de Louise sur du papier cartonné, je l'ai glissée dans une enveloppe et je l'ai mise dans mon sac à main.
Je n'ai pas apporté de vin, je n'ai pas apporté de dessert, j'ai apporté un enregistrement, une photo et 18 ans de silence qui étaient sur le point de se terminer. Tante Hélène a appelé à 21 heures. Je serai là à 17 heures. Je m'assiérai près de tes grands-parents. Si ça tourne mal, je te soutiens. Merci. Ta mère serait fière de toi, Élodie, de défendre Louise. J'ai raccroché et je me suis regardée dans le miroir. La robe marine, les mains stables, la femme qui avait enfin décidé que la paix n'était pas la même chose que le silence. Demain, je cesserai d'être invisible. 28 novembre 2025, 17h45. La maison à Saint-Cloud brillait de 1000 feux. Valérie avait accroché les décorations de Noël en avance, des lumières blanches dégoulinant des toits, une couronne sur la porte qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. À travers les fenêtres, je pouvais voir les gens bouger, les coupes de champagne scintiller, la perfection orchestrée de la performance annuelle de Valérie. Thomas m'a serré la main alors que nous montions l'allée. « Ça va? Demande-moi dans 3 heures. » Valérie a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle portait une robe cramoisie assortie aux décorations, maquillage complet, pas un cheveu qui dépasse. Si je ne l'avais pas entendue sangloter 3 semaines plus tôt, je n'aurais jamais su qu'elle avait perdu quoi que ce soit. Jamais. Elle a ouvert les bras pour un câlin que je ne voulais pas. Je l'ai accepté quand même. 2 ou 3 secondes, j'ai compté la durée exacte d'une performance destinée à un public. « Je suis si contente que tu sois venue, a-t-elle dit. Nous devons avancer en tant que famille. » Avancer nécessite de reconnaître d'où l'on vient, ai-je dit. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Un avertissement. Un test. « Bien sûr, a-t-elle dit doucement. Entrez. Tout le monde est là. » Le salon était bondé. Mes grands-parents, Henri et Patricia, étaient assis sur le canapé principal, semblant plus vieux que dans mes souvenirs. Oncle David et tante Suzanne rôdaient près de la cheminée. Mes cousins Théo, Emma et Jules étaient massés autour de la table des apéritifs. Des vingtenaires dans des vêtements habillés inconfortables. Barbara Michel et Richard Lenoir, les amis du club de Valérie, tenaient peinte court près du bar. Chloé était perchée sur une causeuse, faisant défiler son téléphone. Et là, dans le coin, me regardant déjà, il y avait tante Hélène. Elle était arrivée la première. Elle était assise à côté de ma grand-mère. Et quand nos yeux se sont croisés, elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. J'avais mon témoin. Maintenant, j'avais juste besoin du moment. Le dîner était un théâtre de fausse chaleur. Nous nous sommes rassemblés autour de la table massive, 14 couverts, verres en cristal, une dinde qui aurait pu nourrir 2 fois plus de monde. Valérie était assise en bout de table, mon père à l'opposé. J'étais positionnée au milieu, flanquée de Thomas et d'une chaise vide qui resterait vide toute la soirée. La première heure a été faite de banalité. « Comment va le boulot? Quel temps fait-il? T'as vu le match le week-end dernier? » J'ai souri, hoché la tête, répondu aux questions sans vraiment les entendre. J'attendais. Puis Valérie s'est raclé la gorge et a levé son verre. « Avant de manger, je veux dire quelque chose. » Sa voix tremblait, parfaitement calibrée. Cette année a été difficile. J'ai vécu une perte à laquelle je ne m'attendais pas. Hélène a pressé une main sur sa poitrine. Mais être entourée de ma famille me rappelle ce qui compte vraiment, le pardon, la grâce, avancer ensemble. Barbara Michel s'est penchée pour tapoter le bras de Valérie. « Tu es si forte, Valérie. Tout le monde ne gère pas la perte avec autant de grâce. » Merci, Barbara, ça n'a pas été facile, mais la famille, c'est le pardon. J'ai bu une gorgée de vin et je n'ai rien dit. De l'autre côté de la table, Hélène a croisé mon regard. « Attends », disait son expression. « Pas encore. » La conversation a dérivé vers des sujets plus sûrs. L'Instagram de Chloé, le nouveau travail de Théo, le prix de l'immobilier à Saint-Cloud. J'ai laissé tout ça glisser sur moi, ma main reposant sur mon sac, sentant le poids de l'enveloppe à l'intérieur. Puis mon grand-père Henri s'est tourné vers moi. « Élodie, tu travailles avec des familles en deuil, n'est-ce pas? À l'hôpital. » La table s'est tue. 14 pères d'yeux se sont tournés vers moi. « Oui, » ai-je dit. « Un conseil pour Valérie? Une perspective professionnelle? » Et c'était là, l'ouverture que j'attendais. J'ai posé mon verre de vin. Avant que je puisse répondre, Chloé est intervenue. « Ouais, Élodie, tu devrais totalement comprendre, non? » Elle a levé les yeux de son téléphone, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Je veux dire, il t'est arrivé ce truc aussi avant maman? »
La pièce était devenue silencieuse. Ma grand-mère Patricia s'est penchée en avant. « Quel truc! Qu'est-ce qui s'est passé? » Le visage de Valérie a pâli. « Chloé, chérie, pas maintenant. »« Oh, Élodie a fait une fausse couche il y a quelques années, » a dit Chloé en agitant la main avec dédain. « Comme avant maman. Évidemment, c'était super triste ou quoi que ce soit. » Le silence s'est épaissi. J'ai regardé l'expression de ma grand-mère passer de la confusion à l'horreur. Le visage de mon grand-père s'est affaissé. « Je ne savais pas, » a dit grand-père Henri lentement. Il s'est tourné vers mon père qui s'était figé à son bout de table. « Philippe, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quand est-ce arrivé? » Mon père a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. « Mars 2023, » ai-je dit calmement. 20 semaines. Son nom était Louise. Louise. La main de ma grand-mère a volé à sa bouche. « Tu l'as nommée? » Je l'ai tenue. Elle pesait 92 grammes. J'ai compté ses doigts. Elle en avait 10. J'ai fait une pause, laissant le poids de la chose s'installer. Je l'ai enterrée au cimetière de Saint-Cloud, carré 7, rangée 14. Le visage de grand-père Henri s'est chiffonné. « Personne ne m'a dit ?» a-t-il chuchoté. Il a regardé mon père, puis Valérie. Mon arrière-petite-fille est morte, et personne ne m'a dit. Valérie a bougé sur sa chaise. Philippe et Kate et moi avons décidé qu'il valait mieux ne pas accabler tout le monde avec de tristes nouvelles. Accabler? La voix de tante Hélène a coupé l'air comme une lame. Elle a enterré ta petite fille seule, Philippe. Seule. La table a éclaté en murmures. Oncle David fixait mon père. Barbara Michel regardait Valérie avec de nouveaux yeux. C'était le moment. J'ai mis la main dans mon sac. Mon père a finalement retrouvé sa voix. C'était une période difficile pour tout le monde, a-t-il dit. Ces mots précipités, apaisants. Nous ne voulions pas bouleverser la famille pendant les fêtes. Nous pensions qu'il valait mieux laisser Élodie faire son deuil en privé. En privé, ai-je répété. Vous en avez fait un secret. Vous avez choisi de ne le dire à personne. Élodie, s'il te plaît. La voix de Valérie avait perdu sa chaleur mielleuse. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Non, Valérie. Je me suis levée, ma chaise raclant le parquet. C'est exactement le moment et l'endroit. Tu as choisi cette scène. Tu as invité ces gens. Tu voulais un public pour ta performance de pardon. J'ai regardé autour de la table les visages frappés de mes grands-parents, la confusion de mon oncle, le malaise naissant de Barbara Michel. Alors, laissez-moi vous dire à tous ce qui s'est passé le 15 mars 2023. Élodie, assieds-toi, assieds-toi. La voix de mon père s'est brisée de désespoir. J'ai perdu ma fille à 20 semaines. Ai-je continué, l'ignorant. J'ai appelé cette maison, j'ai appelé mon père pour lui dire, pour demander du soutien, pour que quelqu'un me tienne. Vous savez ce que j'ai eu à la place? Les mains de Valérie tremblantes. Ce n'est pas, je n'ai pas. Tu déformes les choses. Ah oui? J'ai sorti mon téléphone. Rafraîchissons la mémoire de tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Valérie est montée à un niveau que je n'avais jamais entendu. C'est quoi ça? Chat, ai-je dit. C'est un enregistrement de notre appel téléphonique ce jour-là, celui où je t'ai dit que j'avais perdu mon bébé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai enregistré pour me protéger, Valérie, comme mon psy me l'a conseillé, et la vérité n'a pas besoin d'avocat. La table était devenue complètement silencieuse. 14 personnes retenaient leur souffle. Mon pouce planait sur le bouton lecture. « Ne fais pas ça !» a chuchoté Valérie. « Élodie, s'il te plaît. » J'ai appuyé sur lecture. Ma propre voix est venue en premier, petite et brisée. J'ai perdu le bébé, Valérie. Louise, elle est partie. Une pause, puis la voix de Valérie, claire comme une cloche d'église. « Oh, eh bien, c'est peut-être un signe que tu ne devrais pas être mère. » Quelqu'un a haleté. Je crois que c'était ma grand-mère. Puis était venu le rire de Chloé, aigu, cruel, incommensurable, suivi de sa voix. « Au moins, tu n'auras pas à te taper les couches. » Une autre pause. 8 secondes de silence qui ont semblé durer une éternité. Puis mon père. « Je te rappellerai, Élodie. » Clic. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence dans la salle à manger était absolu. Barbara Michel a été la première à parler. Elle s'est levée lentement, fixant Valérie comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. « Valérie, c'est toi? Tu as vraiment dit ça? » Le visage de Valérie était devenu blanc.
Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. « C'est hors contexte », a-t-elle finalement réussi à dire, sa voix un râle désespéré. J'étais sous le choc. Je ne voulais pas dire. Je ne savais pas quoi dire. « Hors contexte ?» La voix de ma grand-mère Patricia tremblait d'une fureur à peine contenue. « Quel contexte rend ça acceptable, Valérie? Dans quel contexte dis-tu à une mère qui vient de perdre son enfant qu'elle ne devrait pas être mère? Je te connais depuis 15 ans, a dit tante Suzanne calmement. Je n'avais aucune idée que tu étais capable de quelque chose comme ça. » Chloé était assise figée, son téléphone oublié. « Maman, c'est vrai? Tu lui as vraiment dit ça? » Valérie n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. « Et toi? » Grand-père Henri s'est tourné vers mon père, la voix se brisant. « J'ai entendu ta voix sur cet enregistrement, Philippe. Tu n'as rien dit. 8 secondes et tu n'as rien dit. Puis tu as raccroché au nez de ta propre fille. » Le visage de mon père s'est effondré. Des larmes coulaient sur ses joues. De vraies larmes, le genre que je n'avais vu que 2 fois auparavant dans ma vie. « Je ne savais pas quoi dire, » a-t-il chuchoté. J'essayais de maintenir la paix. « La paix ?» Hélène s'est levée à côté de mes grands-parents. « La paix de qui, Philippe? » Parce que ce n'était certainement pas celle de ta fille. Valérie s'est levée de sa chaise, ses mains pressées à plat contre la table pour se soutenir. Son calme, soigneusement construit, s'effritait en temps réel. « Vous ne comprenez pas, » a-t-elle dit, sa voix montant dans les aigus. J'étais dépassée. Philippe et moi venions d'apprendre pour les fiançailles de Chloé. Elle a fait un geste sauvage vers Chloé, qui avait l'air confuse. Il se passait tellement de choses, je ne pensais pas clairement. Les fiançailles de Chloé? Oncle David a froncé les sourcils. Chloé n'est pas fiancée. Je voulais dire son petit ami, le truc sur Instagram. Valérie perdait pied. Le fait est que j'étais distraite. J'ai dit quelque chose d'irréfléchi. Ça arrive, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont pris au dépourvu. Irréfléchi? J'ai gardé ma voix égale. Tu m'as dit que la mort de ma fille était un signe que je ne devrais pas être mère. Puis ta fille a ri. Puis mon père a raccroché et n'a jamais rappelé. J'ai fait une pause. Pendant 973 jours, j'ai attendu des excuses, un appel, n'importe quoi. Au lieu de ça, tu as prétendu que Louise n'avait jamais existé. Tu as convaincu mon père de ne pas dire à ses propres parents que leur arrière-petite-fille était morte. Je ne l'ai pas convaincue d'eux. Elle ne savait pas, a coupé mon père faiblement. Elle ne savait pas que je ne leur avais jamais dit. Nous nous sommes tous tournés pour le regarder. Tu es en train de me dire, a dit grand-père Henri lentement, que tu as choisi de ne pas nous le dire tout seul, que ta femme n'avait rien à voir là-dedans? Mon père a hésité. 1 seconde de trop. Philippe a dit que ce serait plus facile. S'est précipitée Valérie pour combler le silence. Il a dit qu'il n'y avait pas de raison de bouleverser tout le monde. Arrête! La voix de ma grand-mère était calme. Valérie, chaque mot qui sort de ta bouche aggrave la situation. La bouche de Valérie s'est fermée net. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait rien à dire. Et je n'avais pas encore fini. Je me suis tournée vers mon père. Il était assis à son bout de table, des larmes encore humides sur ses joues, semblant plus petit que je ne l'avais jamais vu. C'était l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait lu des histoires le soir, qui avait tenu la main de ma mère pendant qu'elle mourait. C'était aussi l'homme qui avait écouté sa femme dire à sa fille qu'elle ne devrait pas être mère et n'avait rien dit. « Papa, ai-je dit calmement, j'ai besoin que tu répondes à une question. » Il m'a regardé avec des yeux rouges. « Quoi? Est-ce que tu es ça? Est-ce que tu as au moins essayé de me rappeler après ce jour-là? » Le silence s'est étiré entre nous. « Je voulais le faire, » a-t-il finalement dit. J'ai pris le téléphone 12 de fois, mais je ne savais pas quoi dire. Et puis les jours ont passé, et ça semblait trop tard, et je pensais que tu avais peut-être besoin d'espace. Je n'avais pas besoin d'espace, ai-je dit. J'avais besoin de mon père, j'avais besoin que tu te montres à l'hôpital. J'avais besoin de toi au cimetière quand j'ai enterré un cercueil si petit qu'il tenait dans mes bras. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. J'avais besoin que tu me choisisses juste une fois plutôt que Valérie, plutôt que la paix, plutôt que ton propre confort. Je suis désolée, a-t-il commencé. Je n'ai pas besoin de tes excuses, papa. Plus maintenant. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. J'en avais besoin il y a 2 ans. J'en avais besoin quand je me tenais seule dans un cimetière avec ma fille morte.
Tu n'étais pas là. J'ai ouvert l'enveloppe et fait glisser la photo sur la table. La pierre tombale de Louise, granit gris, rose blanche, mots simples gravés dans la pierre. À jamais aimé. Bébé Louise Mercier. 15 mars 2023. C'est ta petite fille, ai-je dit. Celle que tu n'as jamais rencontrée. Celle que tu n'as jamais pleurée. La photo était passée de main en main autour de la table. Ma grand-mère pleurait ouvertement. Mon grand-père l'a fixée pendant un long moment, puis l'a pressée contre sa poitrine comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre traverser le temps et la tenir. Louise Élise Mercier, a-t-il lu à haute voix, la voix brisée. Elle avait un nom complet. Elle aurait eu 2 ans ce Noël, ai-je dit. Elle aimait donner des coups de pied la nuit. Thomas avait l'habitude de lui chanter des chansons. J'ai regardé autour de la table les visages frappés de mes cousins, oncle David s'essuyant les yeux, Barbara Michel rassemblant tranquillement son sac. Vous ne l'avez jamais su, ai-je continué, parce que personne ne voulait vous accabler avec la vérité. Mon père voulait la paix, Valérie voulait le contrôle, et Louise est devenue un secret, un désagrément à enterrer et à oublier. Valérie s'est levée soudainement, sa chaise s'écrasant en arrière. Je ne peux pas faire ça. Elle a fui la pièce. Nous avons entendu ses talons sur les escaliers, puis une porte claquer quelque part au-dessus de nous. Pendant un moment, personne n'a bougé, puis ma grand-mère a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. « Je suis tellement désolée, Élodie, a-t-elle chuchoté. Nous aurions dû être là. Nous aurions dû savoir. » J'ai serré ses doigts, sentant quelque chose se desserrer dans ma poitrine. « Vous savez maintenant. » Grand-père Henri a regardé la photo une fois de plus, puis la chaise vide où Valérie était assise. « Je pense, a-t-il dit lentement, qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête sur cette famille. » Le dîner s'est dissous en 20 minutes. Barbara Michel est partie la première, murmurant quelque chose sur le fait d'avoir besoin d'air frais tout en évitant la chaise vide de Valérie comme si elle était contaminée. Richard Lenoir a suivi sans un mot, le visage masqué par le malaise. Ils n'ont pas dit au revoir à mon père. Ils n'ont dit au revoir à personne. Mes grands-parents se sont dirigés vers moi, se déplaçant lentement comme les survivants de quelque chose qu'ils ne s'attendaient même pas à survivre. « Nous voulons que tu saches, a dit grand-mère Patricia en me serrant les mains, que nous aurions été là au cimetière, à l'hôpital, si nous avions su. Je sais, grand-mère. Ta mère serait si fière de toi, a-t-elle continué, les larmes coulant, de t'être levée pour Louise. Grand-père Henri nous a enveloppés toutes les deux de ses bras. Noël cette année, a-t-il dit fermement. Vous viendrez chez nous ou nous viendrons chez vous. Je me fiche d'où, mais nous allons bien faire les choses. Tante Suzanne m'a tirée à l'écart près de la cheminée. J'ai toujours su que quelque chose clochait avec Valérie, a-t-elle avoué. La façon dont elle parlait de toi quand tu n'étais pas là, de petites piques, des compliments détournés, j'aurais dû dire quelque chose. Tu ne savais pas la moitié. Je sais maintenant. Elle a jeté un coup d'œil vers l'escalier où Valérie avait disparu. David n'a pas parlé à ton père depuis 1 heure. Je ne sais pas s'il le fera pendant un moment. Chloé était assise seule sur la causeuse, son téléphone abandonné à côté d'elle. Elle ne faisait pas défiler. Elle ne jouait pas pour Instagram. Elle était juste assise là, fixant la photo de la pierre tombale de Louise comme si elle voyait quelque chose pour la première fois. Quand je suis passée devant elle vers la porte, elle a levé les yeux. « Élodie » a-t-elle dit doucement. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était aussi grave. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mon père m'a rattrapée dans le garage. J'étais allée chercher la veste de Thomas dans la voiture, et quand je me suis retournée, il était là, plus petit que dans mes souvenirs. Les épaules voûtées, les mains enfoncées dans ses poches comme un enfant attendant d'être grondé. « Élodie » Sa voix était argileuse. « On peut parler ?» Je me suis appuyée contre la voiture de Thomas et j'ai croisé les bras. « Parle. Je sais que je t'ai laissé tomber. » Il a pris une respiration tremblante. « Je sais que j'aurais dû être là, à l'hôpital, au cimetière, au téléphone ce jour-là. Je sais que j'aurais dû tenir tête à Valérie. J'aurais dû te rappeler. J'aurais dû. » Sa voix s'est brisée. « J'aurais dû être ton père. »« Oui, » ai-je dit simplement. « Tu aurais dû. Dis-moi comment réparer ça, s'il te plaît. Je ferais n'importe quoi. » Je l'ai regardé longuement, l'homme qui avait aimé ma mère, qui s'était remarié trop vite,
qui avait passé 18 ans à choisir la paix plutôt que sa propre fille. Tu ne peux pas réparer 973 jours de silence, papa. Ce temps est parti. Louise est partie. J'ai fait une pause. Mais tu peux arrêter de trouver des excuses. Tu peux arrêter de prétendre que le comportement de Valérie est acceptable. Tu peux reconnaître que tu as choisi son confort plutôt que mon chagrin. « Je t'aime », a-t-il dit désespérément. « Tu sais que je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Je ne sais juste pas si tu me choisiras un jour. » Il a essuyé son visage du revers de la main. « Qu'est-ce que c'est que tu veux que je fasse? Dis-le-moi spécifiquement. » J'y ai pensé. À Louise dans sa tombe silencieuse. À la pierre tombale sous l'érable. « Visite sa tombe », ai-je finalement dit. Seule, sans le dire à Valérie. Vois si tu peux trouver le nom de ma fille sans GPS. Apporte-lui des fleurs. Parle-lui. J'ai croisé son regard. Puis appelle-moi. Et peut-être qu'on pourra commencer quelque part. Il a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Carré 7, rangée 14, ai-je dit. Cimetière de Saint-Cloud. Elle est sous un érable. Puis je suis passée devant lui pour sortir du garage et je ne me suis pas retournée. Thomas et tante Hélène attendaient près de la voiture. Hélène m'a serré la première, longuement et fort, le genre de câlin qui dit tout sans mots. « Ta mère serait si fière », a-t-elle chuchoté dans mes cheveux. « Tu l'as fait? Tu as tenu bon? » « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. »« Si, tu aurais pu. » Elle s'est reculée, les yeux brillants. « Tu as toujours été plus forte que tu ne le savais. Tu avais juste besoin de la permission d'arrêter de te faire toute petite. » Thomas a ouvert la portière de la voiture pour moi, sa main chaude sur mon dos. Prête à rentrer, j'ai regardé la maison une dernière fois. À travers les fenêtres, je pouvais voir les gens bouger. Mes cousins rassemblant leurs affaires, mon oncle au téléphone, ma grand-mère essuyant encore des larmes de son visage. Quelque part en haut, Valérie se cachait. Quelque part à l'intérieur, mon père assimilait une vérité qu'il avait passé des années à éviter. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je l'ai fermée doucement parce que je ne partais pas en colère. Je partais en paix, ma propre paix pour une fois. « Comment tu te sens ?» a demandé Thomas, alors que nous sortions de l'allée. J'y ai pensé, à l'enregistrement qui avait enfin été entendu, à mes grands-parents tenant la photo de Louise, aux limites que j'avais tracées dans la pierre. Comme si j'avais enfin expiré, ai-je dit, après 2 ans, à retenir mon souffle. Hélène s'est penchée depuis le siège arrière et a pressé mon épaule. « Ta mère avait l'habitude de dire quelque chose, » a-t-elle murmuré. « Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. » Jamais j'ai souri. Elle avait raison. Les retombées sont venues par vagues. 48 heures après le repas, Barbara Michel a discrètement démissionné de la Ligue des femmes de Saint-Cloud, le groupe social que Valérie coprésidait depuis 6 ans. Selon ma tante Suzanne, Barbara a cité des raisons personnelles, mais tout le monde connaissait la vraie histoire. Les nouvelles vont vite dans les cercles bourgeois. Le week-end suivant, la réputation de Valérie était passée de l'hôtesse gracieuse à la femme qui a dit à sa belle-fille qu'elle ne devrait pas être mère. Mes grands-parents ont appelé le dimanche après le repas. Ils avaient pris une décision. Noël sera chez Hélène cette année, a annoncé grand-père Henri. Nous en avons discuté avec elle et elle a accepté. Nous ne retournons pas à la maison de Saint-Cloud, pas tant que certaines choses ne changent pas. Vous êtes sûrs? Nous sommes sûrs. Sa voix était ferme d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. Nous avons manqué la vie de Louise, Élodie. Nous ne manquerons pas un autre moment de la tienne. L'effet d'entraînement a continué. Oncle David a appelé son frère, mon père, et leur conversation a duré 45 minutes. Selon tante Suzanne, David a dit des choses qu'il retenait depuis des années. Sur Valérie, sur la façon dont elle me traitait, sur la dynamique familiale que tout le monde avait été trop poli pour nommer. Il n'a pas parlé à Philippe depuis. Et Chloé. Chloé, qui avait passé toute sa vie d'adulte à soigner une image parfaite sur Instagram, a posté une story cryptique ce lundi soir, un fond noir avec du texte blanc. Parfois, la famille dans laquelle tu nais n'est pas celle que tu mérites. Ses abonnés ont probablement pensé qu'il s'agissait d'une rupture. Je savais que c'était autre chose. La scène que Valérie avait construite si soigneusement s'effondrait. Et pour la première fois en 18 ans, ce n'était pas moi qui nettoyais les débris. 2 semaines après le repas, mon père a appelé.
Sa voix sonnait creuse, comme si quelque chose avait été évidé en lui. « Je dois te dire ce qui se passe, » a-t-il dit. « Je pense que tu devrais savoir. » « D'accord. » Valérie n'a pas quitté la chambre depuis 11 jours. Elle mange à peine, elle ne veut pas voir ses amis, pas que beaucoup m'appellent encore. Le médecin l'a mise sous antidépresseur la semaine dernière et elle voit un psychiatre 2 fois par semaine. Il a fait une pause. Elle a fait une attaque de panique hier. J'ai dû la calmer pendant 1 heure. J'ai écouté sans interrompre. Une partie de moi, la partie formée au deuil, comprenait que Valérie traitait de multiples pertes. Son bébé, sa réputation, son monde soigneusement construit. Une partie de moi sentait le poids de ce que mes mots avaient mis en mouvement. Mais une autre partie de moi se souvenait d'être restée seule dans une chambre d'hôpital tenant une fille qui ne respirerait jamais. « Je suis désolée qu'elle lutte, » ai-je finalement dit. « La dépression est grave. Qu'une dépression est grave. J'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. » « Tu ne te sens pas coupable ?» La question est restée suspendue dans l'air. « Je me sens triste, papa. Pour tout le monde. Pour ce que cette famille est devenue. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. La vérité était toujours là. Je l'ai juste finalement dite à voix haute. Elle veut savoir si tu lui pardonneras un jour. » Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre maintenant, peut-être jamais. Ce que je peux te dire, c'est que le pardon ne consiste pas à la faire se sentir mieux. Il s'agit de savoir si je peux avancer. Et je ne peux pas faire ça tant qu'elle prétend qu'elle ne m'a jamais blessée. Mon père est resté silencieux un long moment. « Je vais visiter la tombe de Louise, » a-t-il dit. « Ce week-end. Seul. Bien. C'est un début. » 3 semaines après le repas, j'ai reçu un SMS de Chloé. « On peut se voir. Juste nous, s'il te plaît. » J'ai fixé le message pendant 1 heure avant de répondre. La voix de ma thérapeute résonnait dans ma tête. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des serrures. Je pouvais choisir d'ouvrir celle-ci avec précaution et voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Saint-Germain, terrain neutre. Chloé avait l'air différente qu'au repas. Plus petite en quelque sorte, moins polie. Pas de tenue prête pour Instagram, juste une femme en jean et poule tournant sa tasse de café entre ses mains. « Je ne me souvenais pas avoir ri, » a-t-elle dit sans préambule. Lors de cet appel, jusqu'à ce que j'entende l'enregistrement, puis c'est revenu. J'avais 26 ans. Je pensais que j'étais. Elle s'est tue. « Drôle ?» ai-je proposé. « Ouais. » Elle a grimacé. Je n'étais pas drôle, j'étais horrible. « Tu étais cruelle, mais tu avais aussi 26 ans, » répétant ce que ta mère t'avait appris. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. « Elle ne m'a jamais dit que ta mère était morte. Je pensais qu'elle était juste partie, qu'elle avait quitté ton père et que tu étais restée. » C'est que maman a toujours laissé entendre. J'ai posé mon café. Ma mère est restée morte d'un cancer quand j'avais 14 ans. Elle n'est pas partie. Elle a été prise. Je lui tenais la main quand elle était morte. Je ne savais pas. La voix de Chloé s'était brisée. Je ne savais rien de tout ça. Je pensais que tu l'avais eu facile. Papa t'avait choisi. La maison était à toi en premier. Tu avais tous ces diplômes et ce travail important. J'avais un père qui m'avait oublié dès que Valérie est entrée. Nous sommes restées assises en silence un moment. « Je veux faire mieux, » a finalement dit Chloé. « Je ne sais pas comment. » Commence par visiter la tombe de Louise. Apporte des fleurs. Parle-lui. C'est la première étape. Fin décembre, la semaine entre Noël et le Nouvel An. Mon téléphone a vibré avec un message de mon père. Pas de mots, juste une photo. Une main vieillie plaçant une seule rose blanche sur une petite pierre tombale en granit. Derrière, les branches nues d'un érable contre un ciel d'hiver gris. L'inscription visible à travers le givre du matin. À jamais aimé. Bébé Louise Mercier. Sous l'image, 5 mots. Carré 7, rangée 14. Je l'ai trouvé. J'ai fixé cette photo pendant 5 minutes entières. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas le pardon, pas encore, mais quelque chose d'adjacent. La reconnaissance, peut-être. La réalisation que le changement, aussi petit soit-il, était possible. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour traiter, pour séparer le père qui m'avait laissé tomber du père qui essayait enfin.
24 heures plus tard, j'ai tapé ma réponse. Merci, papa, c'est un début. Il a appelé ce soir-là. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Je lui ai parlé, a-t-il dit, la voix épaisse. Je lui ai parlé de toi quand tu étais petite. Comment tu inventais des chansons pour tes peluches? Comment tu insistais pour porter les chaussures de ta mère à la maternelle? À quel point j'étais fière quand tu as été diplômée. Il a fait une pause. Je lui ai dit que j'étais désolée, que j'aurais dû être là, qu'elle méritait un grand-père qui se montre. J'ai fermé les yeux, des larmes glissant sur mes joues. Ça a aidé? Ai-je demandé. De lui parler? Ça m'a aidé à comprendre ce que tu portais depuis 973 jours. Sa voix s'est brisée. Je suis désolée, Élodie. Je suis tellement désolée. Je sais, papa, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut réessayer, toi et moi? Et j'y ai pensé, aux limites, aux portes et aux clés. On peut essayer, ai-je dit lentement, avec des conditions. Mais on peut essayer. Noël 2025 a eu lieu chez tante Hélène. C'était plus petit que Saint-Cloud, un modeste 3 pièces à Paris, mais ça ressemblait plus à un foyer que la maison de mon père ne l'avait jamais été. Hélène avait décoré avec les mêmes guirlandes que ma mère utilisait, du cèdre et du houx, et de minuscules lumières blanches qui sentaient mon enfance. 6 personnes se sont rassemblées autour de la table. Moi, Thomas, Hélène, mes grands-parents et tante Suzanne qui était venue sans oncle David. Un groupe plus petit, un groupe choisi. Mais cette année, il y avait un ajout qui faisait toute la différence. Au centre de la table, entre les bougies, trônait une petite photo encadrée de Louise. Hélène avait trouvé un cadre assorti à son service de table en argent avec des volutes délicates et l'avait placé là où tout le monde pouvait le voir. Avant de manger, grand-père Henri a levé son verre. « À Louise-Élise Mercier », a-t-il dit, la voix stable malgré les larmes dans ses yeux, que nous n'avons jamais pu rencontrer, mais qui fera toujours partie de cette famille. Il m'a regardé. Et à Élodie, qui nous a appris que l'amour signifie parfois élever la voix. Nous avons trinqué. Je ne pouvais pas parler à cause de la boule dans ma gorge. Grand-mère Patricia a serré ma main sous la table. Elle est là, a-t-elle chuchoté. Je peux le sentir. J'ai regardé les visages des gens qui s'étaient montrés, vraiment montrés, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas la paix par le silence, la paix par la vérité. Janvier 2026. Mon téléphone a vibré avec une photo de Chloé, des iris violets. La fleur du mois de naissance de Louise, arrangée dans un petit vase en verre, reposant contre le granit gris familier de la pierre tombale. « J'y suis allée ce matin », disait son message. Je lui ai dit que je suis désolée. Je sais qu'elle ne peut pas m'entendre, mais je me suis entendue. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Les fleurs étaient légèrement de travers, arrangées par quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait, mais qui essayait quand même. C'était la chose la plus authentique que Chloé ait jamais faite. J'ai répondu « Merci, ça signifie quelque chose ». Après ça, nous avons commencé à nous envoyer des SMS une fois par semaine au début. Rien de profond, rien sur Valérie ou notre père ou les décombres du repas. Nous parlions de livres qu'elle lisait, de séries que je regardais, d'un cours de poterie auquel elle s'était inscrite. Des choses normales, des choses sûres. En février, elle m'a envoyé une photo d'une tasse tordue qu'elle avait faite. « C'est moche », a-t-elle écrit, « mais c'est à moi. » « C'est un début, » ai-je répondu. Nous n'étions pas proches. Nous ne le serions peut-être jamais. 28 ans de dégâts ne disparaissent pas à cause de quelques SMS et d'un voyage au cimetière. Mais nous essayons. 2 étrangères qui partageaient un père, apprenant à se voir sans le prisme de la compétition et du ressentiment que Valérie avait installé entre nous. Ce n'était pas le pardon. C'était une porte laissée déverrouillée avec des conditions, et pour l'instant, c'était suffisant. Ma relation avec mon père est devenue un pont en construction. Nous nous rencontrions une fois par mois, jamais à Saint-Cloud, jamais nulle part où Valérie pourrait apparaître. Des cafés, des bancs de parc, un terrain neutre où nous pouvions parler sans le poids de 18 ans nous écrasant. J'ai posé des conditions. Pas de discussion sur Valérie. Pas de demande de lui pardonner. Pas de prétention que le passé n'a pas eu lieu. Il les a toutes acceptées sans discuter. Je suis en thérapie maintenant, m'a-t-il dit en mars autour d'un café près de mon appartement.
2 fois par semaine, individuel, pas en couple. Il a remué sa tasse sans boire. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai passé tant d'années à choisir la voie de la moindre résistance. Et je pense que j'avais peur. Après la mort de ta mère, j'étais tellement terrifiée d'être seule que je me suis accrochée à la première personne qui semblait stable. Il s'est arrêté, s'est rassemblé. Je n'ai pas réalisé que j'échangeais une famille contre une autre. Je me suis dit que je pouvais avoir les deux. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Je ne savais pas quoi dire à ça, alors je n'ai rien dit. Le 15 mars 2026, pour le 3e anniversaire de Louise, si elle avait vécu, mon père s'est présenté au cimetière de Saint-Cloud à 9 heures du matin. Il ne m'avait pas dit qu'il venait. Je l'ai trouvé là quand je suis arrivée, debout devant sa pierre tombale avec un petit bouquet de roses roses. Nous n'avons pas parlé. Nous sommes juste restés là, ensemble, 2 personnes pleurant ce que nous avions perdu et ce qui aurait pu être. Ce n'était pas la plénitude, mais c'était honnête. Les gens me demandent si je regrette ce que j'ai dit à Valérie ce soir-là au téléphone. Les 8 secondes de silence, les mots que je lui ai renvoyés comme une malédiction, les conséquences qui ont brisé une famille. La vérité? Je regrette d'avoir eu à le dire. Je regrette 973 jours de silence. Je regrette de m'être tenue seule sur la tombe de ma fille pendant que mon père choisissait la paix plutôt que la présence. Je regrette chaque fois où j'ai souri à travers les insultes de Valérie. Chaque dîner où j'ai ravalé ma valeur. Chaque fête où je me suis faite petite pour garder les autres à l'aise. Mais je ne regrette pas d'avoir finalement parlé, parce que le silence n'était pas la paix. Le silence était l'effacement. Et Louise méritait d'être rappelée. Je travaille toujours à l'hôpital. Je m'assois toujours avec des mères qui ont perdu des enfants, tenant leurs mains à travers les moments les plus sombres de leur vie. Chaque famille que j'aide, chaque larme dont je suis témoin, chaque moment de guérison que je guide, c'est pour Louise. Elle ne pouvait pas vivre, mais sa perte m'a donné une voix que je ne savais pas avoir. La leçon que j'ai apprise n'est pas compliquée. La gentillesse sans limite est de l'autodestruction. Le pardon ne signifie pas oublier. Et la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de qui est là pour vous. Je ne suis pas devenue cruelle, je suis devenue honnête. Il y a une différence. Et si vous regardez ceci en portant vos propres 973 jours de silence, voici ce que je veux que vous sachiez. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de prendre de la place. Vous avez le droit d'arrêter de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Votre histoire compte. Votre chagrin compte. Vous comptez.